Bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous avec notre émission Grand Angle ce samedi 31 mai 2025. Je vais commencer par vous présenter mes excuses parce que j'avais promis que aujourd'hui on allait davantage développer sur la gouvernance électorale. Mais au regard de l'actualité, cette actualité qui a touché l'affaire de la Cibouiti, cette actualité qui a touché aux aspects de la sécurité, aux aspects de la paix et à un certain nombre d'aspects, nous avons jugé bon aujourd'hui aller vers une thématique claire pour interpeller, je dis bien interpeller, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, au moment où il s'apprête à ouvrir une session parlementaire qui, à notre avis, devrait tenir compte de ce que le Congo va mal, très mal, que les Congolais s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère et dans la souffrance, et qu'il est temps pour toutes les institutions en général, et le Sénat et l'Assemblée nationale en particulier, de rompre avec le silence, parce que la situation actuelle ne peut pas être compatible avec le silence au niveau des institutions. C'est pour ça que nous avons tenu à essayer d'aborder la question en nous reposant sur un certain nombre de dossiers que vous connaissez, mais sur lesquels nous allons revenir pour que le Parlement accorde une attention, parce que ce sont les représentants du peuple. Et aujourd'hui, le peuple se sent comme abandonné, se sent comme orphelin et ne se rend pas compte de ce que ses représentants défendent effectivement ces aides. C'est pour ça que je vais aller très vite et très tôt au premier dossier. Le premier dossier concerne le changement de constitution. Pourquoi nous y revenons? Mais parce qu'il y a pratiquement près de 10 ans qu'on a changé de constitution dans l'irrespect total des lois et règlements de la République, notamment de l'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002, qui ne permettait pas la révision de la Constitution en ce qui concerne le nombre de mandats. Et je vous rappelle que dans la même veine, M. Denis Sassou Nguesso, dans son livre Parler vrai pour l'Afrique, avait clairement dit que la Constitution stipulait clairement que le président de la République ne peut pas effectuer plus de 2 mandats. Vous savez également, je peux vous le rappeler, que les gouvernants congolais avaient adressé, envoyé plutôt une délégation auprès de Jean-Louis Debré, à l'époque président du Conseil constitutionnel de France, pour voir comment il pouvait procéder pour que Denis Sassou Nguesso se maintienne au pouvoir. Donc le problème, en fait, c'était celui de la conservation du pouvoir. Mais Jean-Louis Debré a été clair en lisant notre Constitution. Il a dit que cela n'était pas possible si on tenait à respecter la loi. Et que faire autrement n'était pas possible. Et de coincer, qu'est-ce que les gouvernants ont fait? Ils ont instrumentalisé les populations sous prétexte qu'il fallait qu'on change de constitution pour permettre à Denis Sassou Nguesso, qui était le seul homme de paix capable d'instaurer la stabilité, la paix, etc., capable d'amener le Congo à l'émergence à l'horizon de l'année 2025, qu'il fallait qu'il se maintienne au pouvoir. Enfrad, bonjour, rebonjour. On va passer avec vous sur la revue de presse internationale et on la commence, cette revue de presse, au Congo, où le président Denis Sassou Nguesso annonce vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud, qui rappelle que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992, avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page. Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel.
Et je rappelle aussi que ce changement de constitution s'est fait en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Finalement, l'astuce qui a été trouvée, c'était soi-disant de changer la constitution pour faire évoluer les institutions. Mais aujourd'hui, 10 ans après, nous pouvons évaluer les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dis que le Congo est dans une situation tellement catastrophique qu'il est en ruine, qu'on ne peut pas parler d'un pays qui va ou qui est à l'émergence. C'est extrêmement grave. Donc, nous avons constaté que 10 ans après ce changement de constitution, il faut qu'on évalue les choses, d'autant que les gouvernants eux-mêmes ne respectent pas, dans l'impunité totale, la constitution du 25 janvier, du 25 octobre 2015. Pourquoi dit-on changer de constitution? Évidemment, je vous dirai, ce n'était pas pour faire évoluer les institutions, c'était pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et vous avez cette déclaration d'un dignitaire du Parti congolais du travail qui, à l'occasion des élections législatives de 2022, avait dit que tant que nous n'aurons pas fini de développer ce pays, nous ne céderons pas, nous ne quitterons pas. Donc les choses sont claires. Et en ce moment-là, devant une telle situation, est-ce que le Parlement peut rester muet? Est-ce que le Parlement peut rester tranquille sans faire le constat dans l'intérêt des populations? Surtout que le bilan en termes de victimes était extrêmement lourd et que nous avions un devoir de mémoire et nous devons rendre hommage à nos défunts. Donc, sur le premier point, nous voulons attirer l'attention des parlementaires, tout comme nous attirons l'attention des Congolais, pour dire qu'en réalité, avec le recul de temps, le changement de constitution ne se justifiait nullement pas par rapport à notre loi, par rapport à nos règlements et par rapport à la Constitution. Donc voilà le premier point sur lequel nous interpellons le Parlement au moment où on est pratiquement à près de 10 mois de l'élection présidentielle. Le deuxième dossier que nous allons aborder, que vous connaissez suffisamment, c'est la situation des accords avec le Rwanda. Vous savez qu'on a signé des accords, que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont levés pour dire non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Le gouvernement a toujours nié avoir cédé les rapports, mais c'est avoir cédé les terres. Mais d'où vient cette déclaration que nous avons à l'époque découverte sur la télévision rwandaise qui faisait apparaître qu'il y avait une mission des membres du secteur privé rwandais qui étaient venus se rendre compte de ce que 2 terrains d'une superficie de 980 km² avaient été donnés par l'État congolais au Rwandais et étaient devenus la propriété des Rwandais. Ça veut dire qu'il y avait la constitution des enclaves rwandaises sur le territoire congolais, ce qui est inacceptable. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les 2 pays. Celui-ci a été signé entre les 2 ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, pourquoi? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Et je crois que vous vous souvenez de la déclaration du Premier ministre devant le Sénat, quand il a répondu qu'il n'y avait qu'un seul député sur les 220 et quelques qu'ils sont, qui avait soutenu le gouvernement. Les choses étaient claires. Mais
Les gouvernants se refusent à procéder à l'annulation de ces accords. Et je tiens à rappeler surtout aux parlementaires, aux députés, aux sénateurs, que l'accord de coopération militaire et technique n'a jamais reçu l'autorisation de ratification. Alors que nous savons que selon l'article 217 de la Constitution, c'est le président de la République qui négocie, signe et ratifie les traités, mais ceci après l'autorisation du Parlement. Donc, nous sommes là aussi dans une situation très embarrassante. Des lettres ont été adressées au Premier ministre, chef du gouvernement, s'agissant des ranchs de Matsangui pour l'autorisation express d'occuper, s'agissant également des autorisations provisoires d'occuper, mais ils sont silencieux. En fait, ils soutiennent et ils sont coincés. Ils sont coincés. Et nous invitons les Congolais à être debout pour continuer à suivre cette situation en maintenant notre position. Et il n'est pas normal que les gouvernants ne suivent pas la position qui a été prise par le peuple. Et nous disons, il n'est pas normal que le Parlement soit silencieux sur ces affaires. On voit lors des sessions qu'il y a des séances, des questions orales au gouvernement, qu'il y a des interpellations. Mais nullement les vrais problèmes comme celui-là et d'autres ne sont nullement posés et c'est véritablement grave. Maintenant, le troisième dossier que nous trouvons préoccupant également, mais c'est ce complot international qui a été monté contre le Congo. Révélation faite par un citoyen angolais, Laurent Sokoko, qui s'est rendu disponible pour venir faire son témoignage. Et là, avec cette affaire qui nous rappelle la jurisprudence de l'affaire de Jean-Marie Michel Moukoko, les gouvernements ont choisi le silence total, alors qu'il s'agissait d'un projet d'assassinat du président de la République, c'est-à-dire de la perturbation de la paix dans notre pays, avec des conséquences qu'on ne peut véritablement pas imaginer. D'où vient le silence quand des gouvernants, quand des institutions, d'où vient le silence des députés, d'où vient le silence des sénateurs? C'est véritablement inacceptable. Et je rappelle à ce propos, l'article 15 de la Constitution dit clairement que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques et religieuses, philosophiques. C'est clair. Alors pourquoi aujourd'hui on fait endurer déjà 9 ans d'emprisonnement à Jean-Marie Michel Moukoko et que pour le reste? Mais non. La loi, c'est la loi, elle est Dieu. Elle doit s'appliquer à tout le monde. Et ceux qui ont voté la loi doivent veiller à son application. C'est pour ça que sur ces problèmes, nous reposons le problème devant les sénateurs, devant les députés, pour qu'ils, pendant leur session, qu'ils prennent en ligne de compte ce qui peut arriver et on peut avancer. Maintenant, on peut, après avoir évoqué cela, mais nous avons le problème de la protection des responsables des scandales des crimes économiques et financiers, du jamais vu dans un pays. Un pays ne peut pas choisir et baser sa gouvernance sur le vol, sur la corruption, sur la fraude, sur les détournements des deniers publics. Et les dossiers sont extrêmement nombreux. Si je peux évoquer rien que les trésors Gate. Et comment le Parlement peut être silencieux? Le trésor Gate, on a vu en un temps très record comment Dongou, Armel, Silver, Zidane et Madame Moya, Gertrude et Stéphanie ont été mis en cause, relevés de leur poste de directeur général adjoint. Il y a eu une réquisition au fait d'interdiction de sortie du territoire. Madame Moya a dit-on passer une nuit. Et que devient ce dossier? Non, c'est le silence. On peut voler dans ce pays, mais on répète, voler, ce n'est pas bon. Voler, ce n'est pas bon. Et on ne peut pas bâtir une gouvernance d'un pays. On ne peut pas gérer les affaires de la cité en admettant de se reposer sur ce genre de valeurs qui sont véritablement négatives. Et c'est véritablement inacceptable. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement
Eh bien, neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Et comment faire? Comment faire? Nous avons écouté l'affaire sur les différentiels des 6 milliards relatifs aux bourses que l'on verse aux étudiants, pour lesquels il n'aurait fallu que 3 milliards, mais les services en exigeaient 9. Et le différentiel. Et là, dans le cas des bourses, c'est plus grave. Pourquoi? Mais parce que la société civile, qui a beaucoup d'amour patriotique, qui se bat pour l'intérêt du Congo, mais a introduit une plainte. La plainte n'a pas été reçue. Où sommes-nous alors qu'on déclare que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif? Donc, vous voyez que là aussi, la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers est un problème qui interpelle les parlementaires. Et je rappelle surtout aux députés qu'en pleine session de l'Assemblée, un député avait, devant le Premier ministre Clément Mwamba, évoqué la situation de l'argent qui avait été débloqué pour une route imaginaire de 135 km. On a concédé au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez déjà dit, mais j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'histoire que le président on parle des accords avec le FMI? D'ici, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes venus très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au matériel qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et son gouvernement le mettre maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Maison du Territoire, oui. Je veux vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Et depuis, c'est le silence complet. C'est-à-dire que les institutions congolaises, faisant certainement partie du système qui gère ce pays, ont fini par avaliser le vol comme une valeur de la gouvernance de ce pays. Mais c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer ça et on ne peut pas continuer à avancer et aller de l'avant là-dessus. Maintenant, le point qui vient après, la sécurité, la paix. Aujourd'hui, les Congolais en sont véritablement préoccupés. Les Congolais en sont véritablement préoccupés. Pourquoi? Mais nous prenons cette affaire de Lassi, Buti-Lassi, enlevé chez lui le matin, sans le moindre document, dans sa chambre, par des 5 personnes ou plusieurs personnes encagoulées. On a menotté Lassi Buti, on l'a brutalisé, on a bandé ses yeux devant sa femme et ses enfants. Nous sommes quel pays?
Quel est ce pays qui peut se permettre de ce que la force publique soit utilisée pour faire de la violence aux citoyens, alors que la force publique a l'une des missions essentielles, a pour mission, l'une de ses missions essentielles, de protéger les citoyens. Où sommes-nous? Et ensuite, nous avons suivi. Nassib Bouhiti a été amené dans une direction inconnue. Lui-même, il a dit dans son témoignage qu'ils ont roulé pendant très longtemps. Il a été malmené. Il a été humilié. Mais qu'est-ce que les gouvernants, qu'est-ce que les institutions comme le Parlement, notamment l'Assemblée et le Sénat, font de l'article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'on fait de l'article 205 qui dit que la force publique est apolitique? Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle agit pour l'intérêt général. Elle ne peut pas être utilisée à des fins personnelles. Posons-nous la question. La force publique au Congo est-elle utilisée pour des fins personnelles, pour régler les problèmes des opposants? C'est-à-dire que nous sommes dans une vision inacceptable où les gouvernants veulent qu'on se soumette à la loi du Parti congolais du travail. Et nous allons y venir plus bas, qui lui-même n'est pas en conformité avec la loi. Où sommes-nous? Véritablement une république bananière. Mais les Congolais et puis l'opinion internationale a eu l'avantage de suivre les missions que Nassib Bouhiti a réalisées avec Christian Perrin de R7. Mais ils ont suivi. On lui a piqué, je ne sais quoi. On l'a ligoté. Il n'a pas mangé pendant plusieurs jours. Et il révèle lui-même qu'avant ça, il avait échappé à une tentative d'assassinat. Qu'avant ça, il subissait des menaces, de sorte qu'il n'avait pratiquement plus de domicile fixe. Il changeait régulièrement de domicile. Où sommes-nous? Et on prétend aller à une élection qui se passera dans quelles conditions? Avec une force publique qui a choisi de soutenir le régime en place ou avec une force publique qui est apolitique et qui agit dans l'intérêt général? La situation est extrêmement grave. Et comment devant un acte aussi grave que celui de l'enlèvement? Et nous voyons comment ça se passe dans tous les pays du monde quand il y a un cas d'un citoyen comme ça qui est enlevé. C'est la mobilisation générale depuis toutes les institutions jusqu'à la population. Au Congo, c'est l'inverse. Les institutions ne disent rien. La population se bat, mais les institutions ne disent rien. Et c'est ça, à notre avis, qui est extrêmement grave. Et puis, Nassib Bouhiti révèle dans les témoignages qu'il fait que même au sortir de cette situation extrêmement difficile et grave, mais il continue à recevoir des menaces avec des propositions du type « on a commis une erreur de te lâcher, mais si on te retrouve, on va te tuer ». Où sommes-nous? Essayons de nous référer à l'article 8 de la Constitution, qui dit que la vie humaine est sacrée. Mais d'où vient qu'on veut désacraliser cet aspect de la vie humaine? Mais c'est très grave là où nous sommes. C'est très grave. Et je vous assure que j'ai été très, très, très triste quand j'ai suivi les interventions. Il en a fait 2 pour essayer de se rattraper. De Thierry Mungala, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et qui demande à Nassib Bouhiti, qui est en danger, qui attend du secours de l'État, d'aller se présenter à la police pour faire sa déposition. Non. C'est inhumain, c'est méchant, c'est même cynique. Et j'ai été très heureux d'entendre Thierry Mungala parler des services parallèles. Ah oui, on reconnaît au Congo qu'il y a des services parallèles. Comment ces services parallèles sont intégrés dans le système des forces publiques? S'agit-il des services parallèles ou des milices privées au service d'un certain nombre de dignitaires du PCT pour effectivement créer la terreur dans le pays et faire en sorte que les choses n'avancent pas comme il se souhaitait? Et je pose la question. Depuis le 11 mai jusqu'à aucune réaction du Sénat,
Aucune réaction du Parlement. C'est l'un des pays au monde où on vit une telle situation. Et aujourd'hui, nous les interpellons pour dire assez avec votre comportement, assez avec votre silence. Il faut que vous rompiez le silence, même si, quelque part, on devait avoir la tentation de vous soupçonner de complicité dans tout ce qui se passe dans ce pays, mais qui est extrêmement grave et que l'on ne peut pas accepter dans un pays normal. Donc voilà la situation de la Djibouti. Maintenant, il faut que les gouvernants mènent une enquête avec un certain nombre d'autres partis. Mon parti a exhorté le président de la République à ce que la lumière soit faite. On a même souhaité que le président s'exprime là-dessus, tellement la situation est grave. Parce que si c'est ça, les aspects de liberté de manifestation, de liberté de circulation et autres, qui sont indispensables pour la tenue d'une bonne campagne électorale, comment ça se fera? Et on sera dans une situation où c'est le PCT avec ses services parallèles qui vont créer la terreur, créer la psychose au niveau des autres candidats et qui feront que cette élection ne se fera pas conformément aux lois et règlements de la République, mais que ça sera plutôt la terreur qui sera imposée au pays. Maintenant, après cet aspect de la Djibouti, la conséquence, c'est quoi? C'est la conséquence sur les aspects de sécurité et de paix. D'autant qu'au-delà de l'aspect de la Djibouti, nous venons de suivre les événements de Ngo, où un commissariat de police a été brûlé, des véhicules ont été incendiés, et il y a eu désordre à Ngo. Il y a un problème, en fait, de la relation entre la force publique et la population. Mais ce n'est pas en agissant dans la violence, en violant les lois et règlements de la République qu'on peut régler ce problème. Et c'est très grave. Cette situation est encore d'autant plus préoccupante que nous avons suivi un témoignage d'un Congolais qui s'est présenté au nom de Poison, mais qui a déploré, qui a évoqué, qui a révélé qu'il a reçu une visite des forces de police chez lui à 4h30 du matin, lesquels sont venus fouiller chez lui pour savoir s'il n'y avait pas les ninjas. Est-ce que c'est sérieux? Sans documents, sans rien du tout. Où allons-nous? C'est vrai qu'on peut le dire et le redire, que nous sommes une dictature, mais là, trop, c'est trop. On atteint l'inacceptable et on ne peut pas continuer à tolérer ça. Mais ce qui a retenu mon attention dans le témoignage de M. Poison, mais c'est qu'il a relevé que quelques jours auparavant, un policier s'était adressé à une de ses sœurs pour dire « Nous allons bientôt visiter votre maison ». Donc, c'était bien préparé, bien préparé. Alors les enlèvements, etc. On ne va pas continuer dans cette ambiance. Et les institutions ne vont pas continuer à être tranquilles. Et après venir nous dire qu'il y a la paix dans le pays, que le président Denis Sassou Nguesso est l'homme de la paix, l'homme de la lumière, l'homme des raisons. C'est inacceptable. Ça ne correspond pas à la réalité. Les Congolais le vivent. Après l'expérience que nous vivons, qui crée l'insécurité de Koulouna, après l'expérience des bébés noirs, nous constatons maintenant, et c'est ça qui met les Congolais mal à l'aise, que c'est au niveau de l'État, qui a la responsabilité de protéger les Congolais, que le problème se pose. Donc au niveau de la gestion par le système du président Denis Sassou Nguesso. Mais j'évoque un autre témoignage qui m'a vraiment donné la chair de poule. C'est ce jeune leader d'opinion qui fait le témoignage en disant qu'il était en train de suivre des débats dans un panel et que le chef de quartier qui passait dans la rue l'a interpellé en lui disant « Jeune homme, tu fais quoi ?» Et il dit « Non, je suis les débats dans un panel. » Il dit « Le panel là est inscrit, tu as les documents. » Et le jeune homme dit « Non, c'est l'Internet, c'est sur le WhatsApp, etc. » Et le chef de quartier lui dit « Il faut que tu fasses attention parce que tu risques d'être chassé de mon quartier. » Alors, on a donné le pouvoir au chef de quartier dans ce pays, avec ce pouvoir, de chasser des gens qui ne partagent pas le point de vue de M. Denis Sassou Nguesso. Mais où sommes-nous? Et après, on va aller à l'international, dire qu'on est des médiateurs internationaux, qu'on est pour la paix. Non, arrêtons ce théâtre, arrêtons ce spectacle. Et effectivement, le jeune a été convoqué, interpellé par le chef de quartier, mais qui lui a fait savoir que le pays allait mal. Mais le pays ne va pas mal du fait de ce jeune.
Le pays va mal du fait de la mauvaise gouvernance, de ce qu'on a instauré les vols, on a instauré les crimes, on a instauré les violences. C'est ça qu'il faut le dire. Et ce n'est pas en chassant. Mais par exemple, la Cibuti, j'ai oublié de mettre cet argument. Dans son intervention, il a dit qu'on lui a donné une semaine pour quitter ce pays. Mais le Congolais va quitter ce pays pour aller où? Parce qu'on l'a vendu au Rwandais, certainement. Parce qu'on l'a vendu au Rwandais, certainement. Et qu'on pense que c'est les Rwandais qui doivent prendre place ici et que les Congolais eux-mêmes doivent être chassés. Mais si M. Lassibuti quitte le Congo dans un délai d'une semaine, il va aller où? Et si ce jeune homme est chassé de ce quartier, pour aller où? Il ira bien dans un autre quartier, de la ville de Brazzaville ou d'une ville de ce pays. Mais où sommes-nous? Pourquoi ces dérives? Pourquoi ces dérives autoritaires et dangereuses? Et c'est là où nous disons qu'il est inacceptable désormais que les institutions, particulièrement le Sénat et l'Assemblée nationale, qui vont rentrer en session là, restent silents, observent le silence par rapport à cette situation qui sont à la fois inacceptables et intolérables. Le Congolais doit vivre paisiblement sur tout l'espace du territoire national. Et on doit respecter les lois et règlements de la République. Maintenant, je ne sais pas si on a donné aux chefs de quartier qui majoritairement sont du PCT et c'est fait exprès, puisqu'il a dit au jeune homme que les quartiers sont investis par les gens de la surveillance du territoire ou de la CID. Mais où sommes-nous? Quel Congo voulons-nous? Le Congo de la paix ou de la terreur? Et après, vous allez vous présenter devant les gens pour dire que le Congo est un pays en paix. Il faut que l'opinion internationale se saisisse et se rende compte de ce qui se passe dans ce pays. Véritablement inacceptable. Et quand je reprends cet exemple, je dis justement, en liaison avec la force publique, il faut que nous revenions au respect de la Constitution, notamment au respect de l'article 205 de la Constitution du 25 octobre 2025. Et que ce qui s'est fait par le passé est véritablement inacceptable. On ne peut pas continuer. On ne peut pas. Et à mon avis, c'est une situation qui est véritablement inacceptable. Et je dirais, puisque lorsqu'on parle de ces aspects, ça touche aussi à nous autres, c'est-à-dire les membres de l'opposition. Et je rappelle à ce propos que l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi sur le statut de l'opposition politique dit clairement que les partis de l'opposition sont les partis qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Donc nous sommes libres de nous exprimer, de critiquer, surtout quand la situation est celle que nous connaissons maintenant. Et plus loin, dans l'article 2 de cette même loi, il est dit que les partis de l'opposition doivent participer à l'animation de la vie politique. Mais un opposant s'exprime à l'animation de la vie politique, mais en s'exprimant, en prenant position, en prenant part au panel, en faisant un certain nombre de débats. Maintenant, si on ne veut même pas que les débats aient lieu et que les opposants puissent les suivre, où sommes-nous? Où allons-nous? C'est une situation inacceptable et extrêmement grave. Maintenant, le point, sinon le dossier que je vais soulever après ça, vous le connaissez suffisamment. C'est le problème du respect des lois et règlements de la République. Et sur cet aspect, le Parlement qui vote la loi ne peut pas rester silencieux devant les violations graves dans l'impunité totale des lois et règlements de la République dans ce pays. Je vous prends, on a assez souvent évoqué ça, mais je vous prends le premier problème. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Une loi qui a été, notamment ces lois qui ont été votées par un Parlement majoritairement composé par les membres du PCT. Je vous prends un exemple. Depuis 2002, les aspects de l'obligation de la déclaration du patrimoine ne sont pas respectés. Aucun gouvernant, depuis 2002, n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et je me rappelle dans le programme d'action gouvernemental d'Anatole Kodine-Makosso, où il disait que plus qu'un devoir, c'est beaucoup plus la preuve de la bonne gouvernance, la preuve de la volonté de lutter contre la corruption et contre
contre la mauvaise gouvernance, contre l'enrichissement illicite. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Et quand on continue dans ce créneau, avec cette affaire de non-respect de la loi, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et j'ai vu dans une image sur les réseaux sociaux que les partis politiques de la majorité présidentielle soutiennent le président Denis Sassou Nguesso, mais le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Que veut-on montrer alors que l'on ne cesse de dire que la loi est dure, mais c'est la loi? Elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur à tous. Et nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce que le PCT est au-dessus de la loi? Et quand on analyse bien ce phénomène, on constate qu'on va vers des dérives, comme celle du ministre de l'Intérieur qui, en signant l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, a déclaré le PCT conforme à la loi, alors que le PCT n'est pas conforme à la loi. Preuve flagrante de la fraude, de la tricherie, de ce qu'au Congo, une élection ne peut pas s'organiser dans la transparence. Ce n'est pas du tout normal. Comment on fait? Le PCT doit être sanctionné. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, il continue à faire tout ce qu'il veut. Il semble que la force publique leur est soumise. Il semble qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, chercher à écraser les Congolais, s'imposer. On peut voler dans ce pays, on peut tuer, on peut enlever les gens les uns. Non, ce n'est pas leur préoccupation. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, quand on parle du président de la République, toujours sur cet aspect de respect des lois et règlements de la République, que constate-t-on? Mais nous l'avons dit, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et nous ne cessons de répéter, il n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Il est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Que faisons-nous? Et quand on évoque ces aspects, il apparaît quoi? Mais il apparaît clairement que le président de la République n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Et que dit le Parlement qui a voté la loi? Que dit l'Assemblée nationale sur ces questions? Ce n'est pas de silence, parce que maintenant les Congolais savent que la situation est celle-là. Mais on attend la réaction du Sénat, on attend la réaction du Parlement. Et je crois que c'est un des aspects sur lesquels nous devrions revenir. Et je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, l'autre dossier sur lequel nous pouvons revenir, c'est la gouvernance électorale. Évidemment, on est à près de 10 mois de l'élection présidentielle. Et vous savez que rien n'est fait pour bien préparer ces élections. On va certainement y revenir. Est-ce que le président de la République, qui est président du Parti congolais du travail, peut préparer et organiser une élection libre, démocratique, transparente? Je dis non. La preuve, il a déjà nommé des préfets qui ne sont rien d'autre que, pour certains, des membres du comité central du Parti congolais du travail, qui ont violé la Constitution avec les 2588 congressistes en décembre 2019, en reconduisant M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire comme président du Parti congolais du travail. Et je vous rappelle également que ce congrès de décembre 2019 avait été présidé par Pierre Ngolo, actuellement président du Sénat, mais qui à l'époque était secrétaire général du Parti congolais du travail. Donc le président du Sénat avait accepté que les 2588 congressistes violent la Constitution. Un recours a été introduit par un citoyen sur cette question. La Cour constitutionnelle s'est retrouvée. Elle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur
oublié de la justice. Ça veut dire quoi? Que toutes les grandes autorités et surtout les principales autorités impliquées dans le processus électoral sont bien au courant de ce que le président n'est pas en conformité avec la loi et que le PCT n'est pas également en conformité avec la loi. Qu'est-ce qu'on a fait? On choisit le silence. Tout ce qu'on fait, le président de l'Assemblée déclare que le président Sassou est le candidat de leur parti, sinon... Mais il ne dit pas aux Congolais que le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Et pourtant, c'est lui qui vote. C'est lui qui a fait voter la loi en tant que président de l'Assemblée. De même, le président du Sénat, ils sont silencieux. Que voulez-vous? La perturbation dans ce pays ou la quiétude? Où veut-on amener le Congo? C'est véritablement inacceptable. Et en la matière, nous prenons toujours du plaisir à rappeler cette déclaration de Denis Sassou Nguesso lors d'un meeting en 92. J'insiste pour dire que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. J'insiste également pour dire que nous n'accepterons pas que des élections hors la loi soient organisées dans le pays. Mais depuis 2002, toutes les élections qui ont été organisées dans le pays sont hors la loi. Que fait le président de la République, Denis Sassou Nguesso? Il est en face d'une réalité, il est en face de ce qu'il a déclaré lui-même. Que faisons-nous? Et ensuite, dans son message sur l'état de la nation en 2023, mais le président Sassou a déclaré: nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous entraîner à choisir le chemin dangereux et hasardeux de l'anticonstitutionnalité. Mais nous sommes dans l'anticonstitutionnalité. Est-ce que le Sénat et le Parlement ne savent pas que nous sommes dans l'anticonstitutionnalité? Et s'ils savent, s'ils ne savaient pas, ils doivent le savoir maintenant. Et s'ils le savent maintenant, que font-ils? Ils sont en face, ils ont cru éviter ce problème, mais ils sont en face de ce problème et ils doivent le résoudre. Comment on fait? Comment on fait? Et les Congolais ne sont plus prêts à être silencieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont menacés par les chefs de quartier ou par d'autres militants du PCT que nous allons être silencieux. Nous allons suivre correctement ce problème et nous allons avancer. Maintenant, le point suivant, conséquent de tout ce que nous venons de dire. Mais c'est la misère et la souffrance des Congolais. Puisque nous avons un système gouvernant, Sénat, Assemblée et les autres institutions qui ont choisi de protéger les responsables des scandales, des crimes économiques et financiers. Que faisons-nous? Les Congolais sont plongés dans la misère et dans la souffrance. Prenez le cas des retraités. Ils viennent à peine de toucher la pension du mois d'avril. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont toucher la pension de mai. Ils ont 41 mois d'arriérés de pension. Ils ont des problèmes d'harmonisation du point d'indice à 300, parce que la plupart d'entre eux touchent leur pension à l'indice 160, c'est-à-dire qu'ils touchent depuis plus de 7 ans la moitié de ce qu'ils devraient toucher. Est-ce que c'est normal? Allons, regardons les étudiants. Ils ont plusieurs mois d'arriérés de bourse. Et lorsqu'ils apprennent que chaque année on débloquait 9 milliards au lieu de 3 milliards, on se dit qu'est-ce qui se passe? Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces?
Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne fait absolument rien. On a choisi le silence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs dans beaucoup d'entreprises qui connaissent plusieurs mois d'arriérés des salaires. Je crois que vous avez vu les images de ces manifestations des travailleurs de la mairie d'Enkaï qui étaient déjà à 70 mois. 70 mois, ça fait combien? Calculez vous-même. Et ça fait pratiquement 6 ans. Est-ce que des gens qui gèrent les affaires de la cité, les gouvernants, peuvent être tranquilles et après ils apparaissent devant les gens? Puisqu'il n'y a pas de route. Les érosions menacent plusieurs villes de notre pays, etc. Et on vient pour dire non, il n'y a pas d'argent. Les trésors, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas réviser le Bala du Doué. On ne peut pas réviser le Bala de Mokokoulou. On ne peut pas s'attaquer aux érosions. Les écoles sont dans un état catastrophique. La santé, où allons-nous? Et la question qu'on se pose, où va l'argent? Mais l'argent est volé. Pourquoi ceux qui volent sont incapables d'agir pour le récupérer? Et jusqu'à quand ils ont fait ce choix de faire souffrir les Congolais? Et en plus, ils viennent pour demander, instrumentaliser les Congolais, pour dire qu'il faut qu'ils se maintiennent au pouvoir. Donc, il faut qu'ils se maintiennent au pouvoir pour continuer à faire souffrir les Congolais et pour continuer à plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Mais je m'adresse aux Congolais. Est-ce qu'on peut continuer à tolérer ce genre de situation? Quel est le rôle qui doit être celui du Sénat? Quel est le rôle qui doit être celui de l'Assemblée nationale? Et les Congolais, vous suivez tout ce qui se passe. Et assez souvent, nous vous avons dit qu'il faut que vous preniez le destin de votre pays entre vos mains. Sinon, nous nous enfoncerons toujours et toujours dans la misère. Regardez, je ne veux pas épingler quelqu'un ou etc. Mais regardez ce mariage facieux qui a été fait à Dubaï. Une injure au peuple congolais. Du mépris au peuple congolais. Et quand vous écoutez certains Congolais, ils disent que l'évaluation a été de près de 9 milliards. Vous vous rendez compte? Dans un pays où plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous vous permettez de déplacer vos invités, y compris des groupes folkloriques et des orchestres, pour aller fêter à Dubaï. Mais sur la base de l'argent qui a été volé. Est-ce que c'est normal ça? Et non, le Sénat, le Parlement, ils sont tranquilles. Non, il faut rompre avec ce silence. Et ce silence est devenu inacceptable. On ne peut plus du tout le tolérer. Les dossiers, ils sont connus. Les excédents budgétaires de 14 000 milliards. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui, vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. La société civile avait déposé une plainte. Dit-on que la plainte aurait été rejetée ou quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout comme celle relative au différentiel des 6 milliards des bourses. Les malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Le FIGA. Et toutes les autres situations. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les 160 milliards détournés au ministère de la Santé et après, les Congolais découvrent que le Congo est un pays riche, mais qu'ils vivent dans la misère et dans la souffrance. Est-ce que c'est normal? Et que ceux qui sont chargés
de gérer, qui veulent absolument s'imposer à la tête du pays, ont choisi de baser leur gouvernance sur le vol, sur la fraude, sur la corruption, sur le détournement des deniers publics. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Denis Sassou Nguesso qui le dit dans son discours d'investiture en août 2009, lorsqu'il dit « Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le pays n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de concussion, de détournement des deniers publics. » Et il précise bien, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Combien de gouvernants ont été interpellés? Ici, tout le gouvernement, etc. Non. Messieurs les parlementaires, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, le silence a suffisamment duré. Il faut que vous agissiez pour rompre le silence. Il faut que vous jouiez votre rôle de défendre les intérêts du peuple congolais, des Congolais, en faisant que cet argent soit récupéré. Mais dites-nous un peu, expliquez aux Congolais comment on a pu, le 22 mai, le 22 avril plutôt, sortir une réquisition d'interdiction de sortie à Dongou, Armel Zidane, et à Moya Gétude Stéphanie. Et dites-nous comment Zidane s'est retrouvé à l'extérieur. Dites-nous comment, le 25 avril, on a émis un mandat d'arrêt international contre Dongou Zidane. Madame Moya aurait été arrêtée à passer une nuit. Et pourquoi ils sont libres maintenant? Et l'opinion s'est dit que c'est parce que Dongou Armel Sylvain Zidane et que Moya Gétude Stéphanie méritent de faire sauter le système parce que tout le monde est impliqué dedans. Alors, est-ce que les Congolais vont souffrir parce qu'il y a un petit noyau qui a choisi de s'enrichir sur le dos des Congolais en volant et que les Congolais vont souffrir, vont vivre ce qu'ils vivent maintenant? Je dis non. Et ça, c'est le Parlement, c'est le Sénat. J'espère que lorsqu'il y aura des questions orales au gouvernement, que ces questions seront posées et que les réponses pourront être trouvées. Donc, chers téléspectateurs, nous avons choisi avec l'actualité vivante actuelle, nous avons choisi avec la misère et la souffrance que les Congolais connaissent maintenant, de différer notre émission sur la continuation sur les problèmes de la gouvernance électorale pour nous attaquer à l'interpellation que nous voulons faire au Parlement, parce que nous considérons que les sénateurs, nous considérons que les députés sont les représentants du peuple, d'où qu'ils soient, de l'opposition ou de la majorité, et que leur mission est de défendre. Et aujourd'hui, nous constatons que la situation est véritablement préoccupante. Le président de la République, les voix s'élèvent pour réclamer qu'il soit candidat, mais ça pose un problème. C'est un dilemme pour le président de la République, parce que l'opinion nationale et internationale sait que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. C'est qu'il n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter, de faire respecter la Constitution. C'est que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail, que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Mais nous interpellons, nous disons à nos représentants, assez, il faut rompre avec le silence. Les Congolais ont besoin de vivre de façon digne. Ils en ont les moyens. Et ces moyens doivent être récupérés. Chers téléspectateurs, maintenant, s'agissant de la sécurité, nous souhaitons que la force publique joue son véritable rôle, qu'elle sache qu'elle est apolitique, qu'elle agit conformément aux lois et règlements de la République, qu'elle accorde une attention particulière aux articles 8, aux articles 9, aux articles 11, aux articles 25 et aux articles 205 de la Constitution, qui sont clairs en ce qui concerne le rôle de la force publique et en ce qui concerne les droits des Congolais. Et les Congolais veulent véritablement jouir de leurs droits. Ils sont dans leur pays. Ils n'aimeraient plus entendre qu'on a dit à un Congolais qu'il faut qu'il sorte de ce pays. Il va sortir de ce pays pour aller où? C'est vous qui lui avez affecté un nouveau pays ou quoi? Donc nous disons, chers téléspectateurs, nous avons voulu nous apaisantir là-dessus. Et pour M. Lassib Bouti, nous suivons sa situation avec une certaine attention. Nous
lui souhaitons prompte guérison. Nous lui souhaitons prompte guérison et nous osons espérer que les messages qu'il reçoit des menaces seront des messages vains et que sa vie, enfin les gouvernants puissent prendre la responsabilité d'assurer sa sécurité et de protéger sa vie. Voilà, chers téléspectateurs. Nous nous retrouverons samedi prochain, ça sera le 7 juin 2025. Et à cette occasion, je crois que nous allons développer, sinon revenir, sauf cas de force majeure, sur les préoccupations au niveau de la gouvernance électorale. Un sujet, d'autant que nous avons vu que les partis de la majorité présidentielle font bloc derrière le président Denis Sassou Nguesso. Et nous tenons à dire que jusqu'à présent, sur la gouvernance électorale, rien n'est fait pour garantir la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au samedi 7 juin 2025. À bientôt et merci beaucoup pour votre attention.